Le général Gilbert Diendéré plaide non coupable au procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. À la barre, ce matin, il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Gilbert Diendéré répond de 4 chefs d'accusation: attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins. Son témoignage de ce matin à suivre dans quelques instants. Des journalistes et communicateurs, des acteurs du monde des médias se préparent pour des réflexions. Demain s'ouvrira le 9e FILEP, Festival international de la liberté d'expression et de presse. Mais avant les réflexions, des produits locaux sont exposés au siège du FESPACO à Ouagadougou. Nous en parlerons. Dans l'actualité internationale, nous irons au Niger. Le Niger qui pleure des élèves de Maradi morts hier dans un incendie. Les salles de classe en Payotte ont été ravagées par le feu, faisant plus de 20 morts et de nombreux blessés graves. Le gouverneur de la région de Maradi a annoncé un deuil de 3 jours à compter de ce mardi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour le point de l'actualité sur Savan TV. Tout de suite et maintenant, direction salle des banquets de Ouaga 2000 où se tient le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons. À la barre ce matin, celui qui était très attendu par les Burkinabés, le général Gilbert Diendéré, présenté comme le principal accusé dans ce dossier. Devant le tribunal, Gilbert Diendéré a plaidé non coupable. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Il a nié sa présence sur les lieux au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. Stéphane Sanou, depuis la salle des banquets de Ouaga 2000, nous résume son témoignage. C'est un accusé serein et rempli de confiance qui est à la barre. Gilbert Diendéré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, contrairement aux accusés qui l'ont succédé, est debout pour répondre aux questions du tribunal. Les autres accusés, pour des problèmes de santé, sont restés assis à la barre pendant leur audition. Accusés de recel de cadavres, d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité, d'assassinat et de subornation des témoins, il a plaidé non coupable, donc il ne reconnaît pas ces accusations. Commandant adjoint du Sénèc à l'époque, Gilbert Diendéré, entraîneur de sport au Conseil de l'Entente, le jour du 15 octobre 1987, selon ses propres termes, affirme qu'il a été surpris par ces événements. Le jour du 15 octobre 1987, j'étais au terrain de sport du Conseil de l'Entente quand les tirs ont commencé et j'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé, a-t-il déclaré. Mais en se rendant là où ça tirait, Gilbert Diendéré affirme qu'il avançait avec précaution puisqu'il ne savait pas ce qu'il se passait. Devant le tribunal, Gilbert Diendéré a signifié qu'il sécurisait l'enceinte du Conseil de l'Entente contre toute force étrangère ou extérieure, mais pas forcément d'une force intérieure. C'est pourquoi il déclare qu'il était surpris des événements du 15 octobre 1987. C'était une surprise totale, les gens étaient tétanisés, a-t-il lâché. Gilbert Diendéré a également laissé entendre qu'il était en position difficile entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. J'étais entre le marteau et l'enclume, dit-il, quand la crise de confiance commençait à s'installer entre les chefs historiques de la Révolution. Selon lui, d'autres le qualifiaient d'être plus proche de Thomas Sankara parce qu'ils sont originaires de la même région et certains disaient de faire attention à Gilbert Diendéré parce qu'il est l'adjoint de Blaise Compaoré au Sénèc. C'est pourquoi il soutient qu'il était en position difficile ou qu'il était entre le marteau et l'enclume. Concernant les faits d'accusation de recel de cadavres, le général Gilbert Diendéré indique qu'il n'a pas reçu l'ordre d'enlever les corps après la tuerie du 15 octobre 1987. On a l'impression que c'est moi qui ai fait ramasser les corps et les enterrer, dit-il. Pour se dédouaner, donc, il dit que ce n'est pas à lui que Blaise Compaoré a donné l'ordre de ramasser les corps, mais à quelqu'un d'autre. À noter, pour terminer, que l'audience avait été suspendue pour calmer les esprits. Pendant l'interrogatoire, quelques incompréhensions ou manque de courtoisie ont été relevés par le parquet à son encontre par l'accusé Gilbert Diendéré, d'où une courte suspension. Actuellement, l'audience a repris et se poursuit avec Gilbert Diendéré. Stéphane Sanou depuis la salle des banquets de Ouaga 2000 pour Savan Média.
Stéphane Sanon, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions pour le point complet de cette journée avec l'interrogatoire de Gilbert Diendéré. Mais avant, le général Gilbert Diendéré, son chauffeur Ninda Pascal Tondé était lui à la barre hier. Il est accusé de subornation de témoins, tout comme son patron Ninda Pascal Tondé a aussi plaidé non coupable devant le tribunal. Il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Retour sur son interrogatoire avec Siblina Kelsi. Pascal Ninda Tondé, alias Mangnaba, accusé de subornation de témoins, était à la barre. Ce dernier, chauffeur du général Gilbert Diendéré, au moment des faits a été 3 fois entendu par le juge d'instruction militaire. Entendu pour la première fois comme témoin, Pascal Ninda Tondé a par la suite été entendu une deuxième fois, puis une troisième fois, avant d'être inculpé pour subornation de témoins. Après échange avec le général Gilbert Diendéré, il serait allé dire à Abdrahmane Zetinga de dire au juge militaire qu'il n'était pas au conseil au moment des faits. Mais Pascal Ninda Tondé, dans son interrogatoire, n'a pas voulu inculper le général Gilbert Diendéré. Ça fait depuis le début de l'instruction qu'il est mis en examen pour subornation de témoins. Donc on n'était pas surpris. On s'attendait à ce qu'il réponde à nos questions sur ce point. Et on a vu qu'il a un logiciel. Il a un logiciel dans la tête. Ne pas impliquer le général Diendéré, malgré toutes les contradictions du dossier. Il a changé de version 2, 3, 4 fois. Donc tout cela pour dire qu'il n'a pas été missionné par Diendéré pour aller demander à un des accusés de transformer sa version. Donc vous avez pu voir qu'il a complètement changé. Il a complètement changé, mais il va exonérer le général Diendéré d'une certaine responsabilité de subornation de témoins. Pour le parquet militaire, Pascal Ninda Tondé est inculpé pour subornation de témoins parce que dans son audition, il a eu des versions différentes. Son conseil maître Olo Laroussinien, pour sa part, rejette tout ce que la partie civile et le parquet ont développé. Ils ont échangé avec le général Diendéré et ils ont parlé de Sonda K. Eugène qui aurait fait des déclarations qui concerne Zetienga. Et ces déclarations-là n'arrangent pas Zetienga. Et donc, en tant qu'ami, il a pris la décision d'aller voir Zetienga pour lui dire il est possible que le juge t'entende encore. Et si le juge t'entend, si tu dis que tu étais à l'intérieur du conseil, c'est possible qu'on décerne mandat contre toi parce que Sonda K. Eugène a dit des choses sur toi. Donc, il faut dire que tu n'étais pas au conseil, tu étais en ville. Or, être en ville, c'était quoi? C'était être au poste qui était au niveau de la radio nationale. Et Zetienga n'était pas à l'intérieur du conseil. Donc tout ce qu'il lui a dit de dire, ce n'est pas faux, il n'y a rien de faux dedans. C'est pour lui dire seulement s'il se laisse avoir par le juge en disant qu'il était à l'intérieur du conseil, c'est possible que le juge estime qu'il était au courant de ce qui se passait et qu'il puisse être mis en détention. Mais la partie civile et le parquet, ils ont fait, à mon avis, une confusion entre l'audition de mon client en tant que témoin et son audition en tant qu'inculpé. Pour Maître Ferdinand Zéparé, il y a 3 phases dans ce dossier. Il s'agit de la phase Élisée Ilboudo qui a véritablement parlé, la phase colonel-major Jean-Pierre Palme qui a mené tout le monde en bateau et la 3e général Gilbert Diendéré. La partie civile pense qu'il assumera parce que c'est lui qui est mieux placé pour dire ce qui s'est passé. Le général Gilbert Diendéré est à la barre ce mardi. Je vous invite à venir lors de mon passage. Autre chose, et nous parlons finances, direction l'Assemblée nationale, où le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Lassana Kaboré, était face aux élus nationaux. Il est allé, au nom du gouvernement, présenter les nouvelles orientations de la 2e phase du Plan national de développement économique et social PNDS 2. Le coût global prévu pour la réalisation de ce plan national est estimé à 19 000 milliards de francs CFA. Il sera financé à hauteur de 63% par les ressources propres de l'État burkinabé et les ressources extérieures. Le besoin de financement s'élève à plus de 5 000 milliards de francs CFA, soit un taux de 28% du coût global du plan. Lassana Kaboré a expliqué hier face aux députés que 7 impacts globaux sont attendus par le gouvernement burkinabé au terme de la phase 2 du PN2S. Il s'agit notamment du
du renforcement de la paix, de la sécurité, de la réinsertion socio-économique des personnes déplacées internes, entre autres. La 16e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique donc ouest-africain a livré ses conclusions vendredi dernier. Une vingtaine de sociétés d'électricité de l'espace CEDEAO étaient à Ouagadougou pour discuter des sujets qui les touchent, notamment l'interconnexion électrique entre les pays de l'espace CEDEAO. Issa Oumaratier nous en dit plus. Pendant les 2 jours de concertation, les sociétés d'électricité du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain ont réfléchi sur la problématique de l'accès à l'électricité en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. Ces échanges entrent dans le cadre de la 16e Assemblée générale de OAP. Vous savez, aujourd'hui, chaque pays a un potentiel. Certains ont du potentiel en matière d'hydro. Certains pays comme le Burkina, le Mali, le Niger ont un potentiel en matière d'énergie solaire. D'autres ont du gaz. L'objectif donc des interconnexions, c'est de travailler à ce que chaque pays puisse investir là où il a un potentiel comparé. Donc c'est avec beaucoup de joie et de fierté donc, que nous avons accueilli donc, cette rencontre qui est parrainée par son Excellence le Président du Faso, à qui nous voulons dire merci. Et grâce à son implication personnelle, donc, a permis à l'espace donc, de quelques semaines de pouvoir accueillir ici l'ensemble donc des sociétés d'électricité donc de la sous-région et nous avons eu donc la rencontre avec les partenaires financiers mais aussi avec tous les partenaires pour qu'ensemble nous puissions booster l'accès à l'énergie dans tous nos pays et faire de telle sorte que le 21e siècle puisse être le siècle donc de l'accès à l'énergie pour tous. Entre autres sujets passés à la loupe lors de cette Assemblée générale, le rapport annuel du secrétariat général de OAP sur les activités menées au cours de l'année et les états financiers de l'institution. Tout cela va contribuer à faire du projet d'interconnexion électrique entre les pays de la CEDEAO une réalité. Il y a d'abord le rapport du secrétaire général, le rapport annuel qui va donc décliner les activités qui ont été menées, les avancées qu'il y a eu et tout ce qui a été fait comme rencontre pour permettre d'avancer dans nos projets. Après le rapport du secrétaire général, nous sommes une institution qui a un devoir de reporting, de pouvoir rendre compte de ses activités. Et sur le plan financier, donc les états financiers de notre organisation seront donc présentés. Nous avons fait un plan que nous appelons le plan directeur, le schéma directeur de développement des moyens de production et de transport pour toute la communauté, la CEDEAO, que nous allons mettre en œuvre de 2019 à 2033. À la veille de la tenue de la 16e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, les participants venus de tous les pays de la CEDEAO ont soumis aux partenaires techniques et financiers un projet de plus de 3 milliards de dollars américains, soit environ 17 000 milliards de francs CFA. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé annonce de fortes manifestations si dans un délai d'1 mois, rien de concret et de sérieux n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire. Edi Komboyogo et ses camarades de l'opposition étaient ce matin face à la presse. C'est dans le cadre d'une rencontre d'échange, du cadre d'expression, de cadre donc de concertation de l'opposition. Selon Edi Komboyogo, ces manifestations se feront de concert avec des organisations de la société civile pour demander la démission pure et simple du chef de l'État et son gouvernement. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Mais en attendant ces fortes manifestations annoncées par l'opposition politique, l'armée fait le point des opérations menées sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une trentaine de terroristes neutralisés par l'armée burkinabé dans la Komandjari et dans le Oué. C'est ce qui ressort donc du point hebdomadaire présenté par l'état-major général des armées. Selon le communiqué, le détachement militaire de Tankwalo dans la Komandjari a
repousser une attaque dans la nuit du 5 au 6 novembre. Une quinzaine de terroristes a été neutralisée, de l'armement et divers autres matériels récupérés. Un soldat malheureusement est tombé et 3 autres ont été blessés. Ils ont été évacués pour des soins. Des terroristes qui transportaient une importante logistique ont été également neutralisés et une importante quantité de matériel saisi, toujours selon le communiqué de l'armée. Bonne nouvelle pour les jeunes de Zignari dans le plateau central. Ils pourront bientôt se former dans le domaine de la soudure et dans la soudure industrielle. Le projet est porté par l'association Bangrenoma, un jeune, un métier. Cette association veut ainsi concrétiser sa vision en facilitant l'accès à l'emploi aux jeunes, surtout les jeunes défavorisés. Ruben Wilson Kodjo. La pose de la première pierre pour la réalisation du projet a été effectuée le jeudi dernier dans le village de Nakatenga, dans la commune de Zignari, dans la région du plateau central. Ce centre va accueillir des jeunes de 2 sexes, âgés d'au moins 15 ans et vivant dans des situations difficiles, et leur administrer une formation théorique et pratique dans la soudure métallique. Après leur formation, ces jeunes seront une ressource très prisée et l'association compte les accompagner jusqu'à leur insertion professionnelle. Le choix de création de ce centre répond à 3 soucis qui sont la resocialisation d'une couche sensible de la population, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée dans la soudure industrielle, qui est un domaine très peu développé dans notre pays. Ce centre permettra aux jeunes déplacés internes et les jeunes dont les parents rencontrent des difficultés de pouvoir se former et trouver un emploi. Au ministère de la Jeunesse, ce projet est à féliciter. La majorité des jeunes de notre pays sont aujourd'hui touchés donc par le chômage. Mais pour résorber ce chômage-là, l'enseignement classique ne suffit plus. Et pour dire que c'est même dépassé, il faut donc changer de paradigme. Et nous félicitons ces jeunes qui ont eu l'initiative de développer un centre de formation professionnelle en soudure industrielle, qui est un domaine qui est en train de se développer dans notre pays, qui malheureusement, il manque de compétences appropriées pour animer ce domaine-là. Et voir des centres de formation professionnelle donc en soudure industrielle se développer dans notre pays, le gouvernement ne peut qu'encourager cela. Ce projet d'un coût global estimé à plus d'1 milliard de francs CFA comporte entre autres 2 hangars pour les ateliers, un réfectoire, 2 dortoirs pour filles et garçons, un bâtiment administratif et une infirmerie. Rendez-vous dès demain pour vivre la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse FILEP. Mais avant les tribunes de réflexion, une foire est organisée en marge de ce festival. La foire du FILEP se tient en partenariat avec le groupe de presse Savane Média. Soumaïla Arabo, précision. Partenariat avec Savane Média. À l'occasion de cette 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP donc, ce qui a désormais pour nom la foire du FILEP compte pour que le contrat social entre le journaliste et le citoyen se confirme. C'est une façon d'ouvrir les préoccupations liées à la liberté de la presse à la population de façon générale, permettre à l'ensemble de la population aussi de faire partie de la fête de cette FILEP-là qui est devenue une sorte de marque pour la ville de Ouagadougou. Et je voudrais aussi saluer la participation des nombreux pays de la région que j'ai pu voir à travers les expositions ici. Et j'ai vu que les gens se sont vraiment appropriés cette foire parce qu'au-delà des médias, il y a d'autres acteurs aussi qui sont présents sur le site de la foire. Ce qu'il faut, c'est peut-être encourager les populations à se déplacer sur le lieu de la foire pour voir ce qui est proposé, mais aussi pour pouvoir échanger avec les acteurs de la presse du Burkina et d'Afrique sur les problématiques et les enjeux qui sont liés à la question de la liberté de la presse. À cette foire du FILEP, textile, maroquinerie, gastronomie et ambiance de marché et de fête se côtoient.
Si l'ouverture officielle de la foire est intervenue ce lundi, les stands, eux, sont ouverts au public depuis samedi dernier, histoire de donner la latitude aux visiteurs de passer et de repasser, de parcourir la distance entre le siège du FESPACO, lieu de la foire, et le CBC voisin, site des colloques. 9 colloques qui débutent ce mercredi pour 4 jours, soit jusqu'au samedi prochain, pour que les journalistes d'Afrique et d'ailleurs traitent de leurs préoccupations de l'heure, la nécessaire résilience au carrefour des crises sécuritaires, sanitaires et des mutations technologiques. Le FARF célèbre les Gimbi, entendez par là, des femmes battantes qui se sont donc données pour l'amélioration des conditions de vie de plusieurs autres femmes. Ces Gimbi sont au nombre de 35 à avoir reçu les félicitations et la reconnaissance du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. C'était au cours de la Nuit des Gimbi, 2e du genre, nous dit Fatih Sankara. La Nuit des Gimbi est l'apothéose d'une série d'activités commémoratives marquant les 30 ans de vie du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Les promotrices et les gérantes du FARF ont été magnifiées à cette 2e édition de la Nuit des Gimbi. Elles ont reçu des trophées de reconnaissance et d'hommage. En 30 ans, le FARF a considérablement contribué à changer la vie de 12 millions de femmes. Lorsqu'on a une institution qui a 30 ans, la première des choses, c'est de voir l'impact. Quel a été l'impact de cette institution? Et nous avons, sous le leadership de Madame la ministre, fait cette étude d'impact qui a montré que le FARF a réellement transformé des vies au Burkina Faso. Donc, nous sommes satisfaits de cela, de savoir qu'il y a des femmes qui ont eu un plus à travers le FARF. Après ces noces de perles, le FARF va intégrer la digitalisation afin d'atteindre le maximum de femmes. C'est l'un des plus grands défis du FARF. Un autre défi, c'est de continuer dans la digitalisation. Nous avons un défi sécuritaire présentement, mais le FARF continue d'exercer et nous voulons vraiment que digitaliser moyens de financement pour pouvoir aller plus vite, la célérité et avoir une traçabilité. Il s'agit de permettre justement aux femmes qui sont dans les provinces, dans les villages reculés, de pouvoir avoir le crédit, pas en cash, mais peut-être à travers le mobile banking. Et cela nous permet d'être plus efficaces. Donc ça, c'est un point. Et aussi travailler à octroyer à toutes les gestionnaires de crédit des tablettes pour que le montage des dossiers soit plus rapide et pour que le FARF soit plus efficace dans ce qu'il fait. Une collecte spontanée de fonds à cette soirée dédiée à la femme combattante a permis de mobiliser plus de 200 000 francs CFA pour venir en aide aux personnes affectées par l'insécurité. Les motards du Burkina aussi étaient en fête la semaine dernière. Ils ont tenu à Ouagadougou leurs 72 heures, 3 jours auxquels ont participé des motards venus de la sous-région. Plusieurs activités étaient au programme de ces journées. Les motards ont sillonné les artères de la capitale burkinabé. Ruben Wilson Kodjo les a suivis. Plus de 300 motards venus des pays de l'Afrique de l'Ouest ont participé à ces 72 heures du motard. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est la toute première fois que ça se passe en Afrique, qu'un pays arrive à rassembler autant de motards passionnés. C'est la toute première fois. Donc cet événement-là, on ne peut pas ne pas le participer. Et Ouagadougou sera déclaré capitale de la moto. Non, nous, on pense faire parce que ça fait plaisir. Pour accueillir les frères de la Côte d'Ivoire, de Mali, un peu partout. C'est un événement énorme. Ça fait plaisir aussi pour le Burkina Faso. Ils ont sillonné toute la ville de Ouagadougou. Un hommage a été rendu au président Thomas Sankara au cours de la parade. Le ministre des Transports, amoureux de la moto, a conduit toutes les délégations auprès de Sa Majesté le Moro Naba Baogo. Sa Majesté le Moro Naba est aussi comme vous un amoureux de la moto. C'est vrai que, comme il l'a rappelé, de sa jeunesse, il a eu la passion pour la moto. Mais d'une manière générale, les Burkinabés que nous sommes, c'est pour ça qu'on nous appelle la capitale des deux roues, nous sommes des passionnés de la moto.
Mais dans la vie, d'une manière générale, comme Émile Zola l'a déjà dit, parfois dans la vie, quand c'est difficile, c'est la passion qui nous permet de pouvoir tenir. Et c'est pour ça que nous devions, comme votre thème l'a dit, construire dans la résilience une sécurité humaine. La moto au Burkina Faso participe à la sécurité humaine. Sans moto au Burkina Faso, il n'y a pas d'éducation. Pour les organisateurs de cette activité, c'est un motif de satisfaction. Les activités se sont bien déroulées selon le président des motards du Faso. L'objectif de cette rencontre est une solidarité africaine, une intégration sous-régionale à travers une passion qu'est la moto. Nous nous rendons compte que Ouagadougou est appelée capitale de 2 roues, mais nous voulons faire de Ouagadougou la plaque tournante vraiment de 2 roues dans l'Afrique de l'Ouest. Une capitale qui sensibilise sa population, sa jeunesse, l'ensemble de ses couches sociales au respect des normes en matière de sécurité routière et de port du casque. C'est pour ça que la thématique de ces 72 heures est moto et sécurité humaine. C'est l'homme qui conduit la moto et non la moto qui conduit l'homme. Moto et sécurité humaine était le thème de ces 72 heures du motard. Direction à présent Niger, 3 jours pour pleurer les élèves qui sont morts hier dans un incendie. Les élèves qui ont été donc touchés par les feux qui ont ravagé une école sous Payotte. Ils sont au moins 26 élèves du primaire et de la maternelle selon le gouverneur de la région de Maradi qui ont donc été mortellement touchés. Pour l'heure, les circonstances de l'incendie ne sont pas connues, mais selon le gouverneur de la région, l'enquête de la police déterminera l'origine de ces incendies. Ce drame de Maradi intervient seulement 7 mois après celui de Pays-Bas, un quartier du Niger. 20 enfants avaient péri. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, il y a environ 36 000 classes sous Payotte au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé de durcir les sanctions contre les autorités de la transition au Mali et en Guinée. Sanctions prises au terme d'un sommet extraordinaire tenu à Accra, au Ghana. Il s'agit de l'interdiction des voyages et de gel des avoirs financiers des autorités de la transition du Mali et celle en Guinée, résumée avec Clara Monessou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sanctionne le Mali et la Guinée. La décision a été prise hier dimanche à Accra, au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Au Mali, les membres de la junte ont été individuellement sanctionnés. En plus d'être interdits de voyager, leurs avoirs sont gelés. Pour le cas de la Guinée, bien que les chefs d'État de la CEDEAO relèvent une évolution dans la mise en place d'un gouvernement, ils maintiennent quand même les sanctions prises le 16 septembre dernier. La CEDEAO appelle à la libération de l'ancien président Alpha Condé et demande à la Guinée de proposer rapidement un calendrier pour la tenue d'élections. Mohamed Ibn Chambas a été désigné dans ce sens comme médiateur de la CEDEAO en Guinée. Au cours de ce sommet, les chefs d'État ont aussi condamné l'expulsion du représentant de la CEDEAO au Mali. Le Burkina Faso était représenté par le Premier ministre Christophe Dabiri. Ici prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV.